Bonjour à toutes et à tous. Merci à nouveau d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes plus de 260, 264. Ça nous fait très plaisir. Bonne année à tout le monde d'abord. Et bienvenue à Paul qui fait partie de l'équipe CFS Plus et qui nous rejoint pour ce webinaire. Et surtout, bienvenue à Andrea Thomas Pilote et merci pour cette participation à ce webinaire. Alors, ce Bonjour. webinaire, voilà, je laisse Andrea se présenter peut-être 2 secondes. Enfin, Non, donc Andrea Thomas-Pilot, je suis la responsable du service répertoire spécifique et contrôle de la direction certification professionnelle de France Compétences. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous et bonne année, comme disait Michel. voilà, donc vous avez entendu, hein, là, il y a le mot contrôle, hein, donc on va en parler un petit peu du contrôle cet après-midi. Donc, petit point, les éléments que Andrea nous a préparés sont très pédagogiques et c'est un petit peu aussi beaucoup la répétition du webinaire précédent que nous avions fait avec Goulven Droumaguet en 2020. Cet après-midi, on va surtout voir, alors surtout, bon, on a repris un petit peu ce webinaire de 2020 pour qu'il y ait une continuité. Alors bon, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec l'écriture en compétences, etc., on ne va pas revenir dessus. Vous pouvez aller revoir le webinaire de 2020. Et puis surtout, on va voir un petit peu les procédures actuelles, les choses nouvelles qui sont là depuis 2020. Et en fait, c'est surtout Andrea qui va dérouler le webinaire. Les questions, on essaiera de répondre à des questions, mais comme vous êtes plus de 300 maintenant, on va enregistrer les questions, ensuite on les transmettra à Andrea, puis on essaiera de vous envoyer des réponses. Et s'il y a des réponses qui sont déjà en ligne, parce qu'il y a un question-réponse sur le site de France Compétences, on vous fera les réponses plutôt par écrit et on vous écrira à la suite du webinaire d'ici, bon, on va dire une dizaine de jours, s'il nous faut le temps de traiter les questions. Voilà, je laisse la parole à Andrea pour ce webinaire. Alors, merci Michel. Je vais commencer par faire un petit topo sur l'objectif du répertoire spécifique, en sachant que au répertoire, donc il y a 2 types de répertoire, le RNCP, on ne va pas le décrire ici, mais qui concerne principalement des certifications professionnelles qui ciblent un ou plusieurs métiers. Et donc, le répertoire spécifique qui contient des certifications de spécialisation ou de professionnalisation qui ciblent des compétences transversales comme les langues ou complémentaires à un ou plusieurs métiers. Donc, on va voir que les certifications qui sont enregistrées au RNCP permettent la délivrance d'un niveau de qualification. Ce n'est pas le cas pour le RS. Il y a des cas où nous avons des certifications de langue ou certifications bureautiques où on va avoir des niveaux, mais les niveaux de qualification dans le cadre qui les définissent n'existent pas au RS. Voilà, donc il y a 4 grandes typologies, je les ai citées tout à l'heure. Habilitation et certification qui découlent d'une obligation légale et réglementaire, des certifications de compétences transversales, des certifications de compétences complémentaires à un métier ou des certifications qui couvrent une activité professionnelle autonome, complémentaire à une activité principale. Ça, on n'en parlait pas, par exemple, dans le guide RS et le cas se pose de plus en plus souvent. C'est par exemple des certifications, enseigner le yoga ou de prothésion angulaire ou médiation animale. Voilà. J'ai prévu aussi, je vais passer sur la slide suivante, de vous présenter très rapidement la commission de la certification professionnelle. Donc, elle est composée, on a une présidente, Françoise Amat, et il y a 8 représentants de l'État, un représentant de chaque organisation syndicale et salariée représentative au niveau national et interprofessionnelle, et aussi des représentants de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative également, et de membres des conseils régionaux. On a également, ça aussi nouveauté avec le décret de 2 avril 2021, un expert handicap qui siège à notre commission, même s'il n'a pas le droit de voter, mais on prend toujours en compte son avis, surtout pour les certifications qui sont particulièrement concernées. Voilà, donc je passe à la slide suivante. Sur la direction de la certification professionnelle,
Il faut juste savoir qu'on est un petit peu moins de 30, à peu près répartis moitié-moitié entre les deux services RS et RNCP, et en sachant que le service RS comprend aussi la cellule contrôle. Et donc, on est moins de 30 avec beaucoup de dossiers à gérer. Il y a le directeur qui chapeaute les deux services et moi, je chapeaute le service, enfin la mission contrôle. Voilà, et on a beaucoup de choses qu'on gère, par exemple la politique SI, la politique d'indexation, d'enrichissement des données des répertoires, etc. Après, juste rapidement, pour les procédures d'enregistrement, ça vous l'avez peut-être déjà vu parce que nous avons une notice qui s'y réfère, donc je vais passer à la slide suivante. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de l'examen de la recevabilité, donc une fois que le dossier a été déposé. Ça prend environ un mois, mais en ce moment, on est plutôt à 7 jours. Ça dépend aussi des périodes, mais c'est vraiment, ça s'est beaucoup fluidifié. Pourtant, c'est une seule personne qui s'en occupe. Après, une fois le dossier recevable, il y a une affectation, puis une instruction du dossier. Et après, il y a une programmation à la commission et une étude, donc il y a une étude préalable pour que cette présentation à la commission ait lieu avec un rapport. C'est présenté à la commission et la commission donne un avis qui est entériné par décision du directeur. Voilà, donc tout ce processus-là prend 7 mois donc avec la recevabilité et une fois la recevabilité prononcée, le délai moyen, il est de 6,5 mois aujourd'hui, en sachant qu'il y a des situations particulières où ça peut être plus ou ça peut être moins. Donc, je sais qu'il y a souvent des questions sur ce sujet-là, mais ça, c'est le délai moyen vraiment qui sort de notre SI aujourd'hui, le 6,5 par rapport à la date de recevabilité. Donc, je vais passer à la slide suivante. Juste rapidement, parce que je ne vais pas tout lire, tous les chiffres, hein. Il faut savoir que depuis 2019, nous avons pris 1002 décisions d'enregistrement avec un petit peu moins de 400 renouvellements et que nous avons eu, par exemple, en 2021, un nombre très conséquent, très important de demandes. Donc, il y a 28% par rapport à l'année précédente. Que là, ça commence un petit peu à se stabiliser parce que vous voyez, il y a un petit peu moins au titre de l'année 2022 par rapport à 2021. Donc, on a 1617 alors qu'on avait 2004-91 en 2021. Mais on a encore des dossiers qui nous restent recevables de 2022 qu'on est toujours en train de traiter. Voilà, donc on espère que ça va nous aider aussi, cette petite baisse à améliorer les délais. Voilà, donc je vais passer à la slide suivante. On voit bien, vous le savez aussi, qu'il y a eu beaucoup de critères qui ont changé, notamment pour le répertoire spécifique. Ça a été entériné par la loi, donc les critères que vous connaissez. Et ça a eu un impact parce que ça a réduit le nombre de certifications qui ont été enregistrées au répertoire spécifique, parce que nous avions à l'inventaire 1800 et quelques. Et au jour d'aujourd'hui, on a 1002. Voilà, on aura peut-être plus parce qu'après la prochaine commission du 24 janvier. Mais voilà, donc il y a une variation qui est importante parce qu'on a réinterrogé au regard des critères qui sont définis par la loi tous ces certifications qui, certaines n'en étaient pas. C'était un peu bancal ou c'était un peu compliqué et c'était le cas y compris pour des certifications qu'on dit de droit. Là, je ne vais pas aborder le sujet du droit, mais ce sont des certifications qui sont déposées par les ministères parce que ça correspond à des réglementations, en gros, deux mots. Et il y en avait certaines qui ne correspondaient pas à la définition d'une certification. Donc, ça a eu un impact que ça a été ça n'a pas été renouvelé. Voilà. Il y a bien des enregistrements de droit aussi au répertoire spécifique. Exactement. Il y a des répertoires, dans le répertoire spécifique, il y a de l'enregistrement de droit et il y a aussi inversement des ministères qui peuvent avoir des certifications RS sur demande. Donc, il y a les deux cas de figure. Il y a des diplômes universitaires, il y a même des CQP. Voilà.
Pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Je vais passer rapidement sur les critères hein, parce que comme l'a dit Michel, vous connaissez déjà. Après, voilà, s'il y a des questions, j'y reviendrai. Donc, vous les connaissez, j'espère fort bien. Donc, il y a le premier critère, l'adéquation avec les connaissances et les compétences, la qualité du référentiel, la mise en place des procédures de contrôle, de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation. Ça, c'est des critères qui sont systématiquement étudiés pour toutes les demandes. Après, il y a le critère 4 qui se réfère à la prise en compte des contraintes légales et réglementaires qui sont liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par un projet de certification ou habilitation. Et ce critère-là, il est étudié selon le domaine d'activité, selon l'objet du projet de certification. Je vais y revenir tout à l'heure. Après, il y a les critères 5 et 6 qui sont des critères facultatifs, notamment le 5, la cohérence des correspondances mises en place avec les blocs de compétences, qui n'est pas du tout obligatoire et qui, dans ce sens-là, il a moins d'intérêt que pour un RNCP qui va dire tel RS est équivalent à un bloc, par exemple. Et sinon, il y a le critère numéro 6 qui sont liés aux modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'emploi ou la validation des référentiels. Je vais expliquer un petit peu parce que c'est pas du tout un critère obligatoire et en plus, on l'observe pas souvent parce que ça doit être un travail qui est assez poussé sur les référentiels. Et c'est vrai que la seule fois où moi je l'ai remarqué, même moi en tant qu'instructrice à une certaine époque, c'était vraiment un travail de longue haleine. C'était 2 ans de travaux avec la branche. C'était dans le milieu de l'audiovisuel, je crois, ou non, 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 du spectacle vivant. Voilà. Et c'était vraiment quelque chose de très poussé à abouti, mais on l'observe pas souvent. Et bien sûr, quand il s'agit de CQP, on va pas considérer ce critère-là parce que c'est forcément créé par les branches. Voilà. Je vais passer à la slide suivante. Alors, juste une Oui. petite précision, Andrea, sur décret décret 2018-1172 modifié, c'est-à-dire que à l'origine, ces 6 critères n'étaient pas tout à fait les mêmes, hein, on est d'accord. Donc, il y a eu une modification qu'il faut vraiment prendre en compte dans la façon maintenant dont on dépose aussi, en particulier, les aspects contrôle et contraintes. En fait, je vais y revenir sur le décret du 2 avril qui porte effectivement des choses importantes. Ça parle de handicap, ça parle de la responsabilité des organismes sur la communication qu'ils en font, enfin qui font de leur certification. Ça parle aussi du plagiat. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées déjà par décret et qui donnent plus de prérogatives déjà, même pour le contrôle par France Compétences. Et c'est pour cette raison-là que nous, la mission de contrôle, on l'a créée. Bon, à l'époque, c'était plutôt Michael et moi et Gulben. Donc maintenant, on a une équipe. Mais c'était en avril 2021. Donc on n'a pas du tout perdu le temps. Dès qu'on a eu plus de prérogatives, il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Donc il y a eu des interventions. Mais Voilà, effectivement, il voilà. y a une Et modification. bah, merci. Ça répond en plus à 2 ou 3 questions qui ont été posées dans le chat par rapport à ça. Et effectivement, ce changement est important, hein. Vous voyez, Tout à fait, on va y revenir d'ailleurs. On va pouvoir, voilà, voilà, on va pouvoir développer tout à l'heure. voilà. Alors, j'ai aussi intégré cette slide-là dans la mesure où c'est vrai que mon collègue Gulben Droumagui en avait parlé, mais c'est juste pour rappeler que lorsqu'on fait un projet de certification, de création d'une certification, il faut se poser les bonnes questions, voir si on est en capacité de mettre en œuvre un parcours certifiant, si on a les moyens, les ressources, si on a réfléchi au type d'activité, à la plus-value de notre projet, est-ce qu'on peut assurer un SAV, une organisation de jury? Est-ce qu'on va avoir les moyens aussi de faire appel à un prestataire, etc. C'était juste un tout petit rappel par rapport à des choses que vous connaissez peut-être déjà ou qui ont été déjà exposées. Et puis Voilà. de suivi de nos cohortes aussi, hein, après.
quand même. Et après, suivi des cohortes. J'évite de le dire de cette manière-là pour ne pas introduire une confusion avec le RNCP, mais c'est vrai que la question se pose aussi bien pour le répertoire spécifique. Et je vais Absolument. y revenir un tout petit peu Absolument, après surtout sur le bilan. Voilà. un peu en prévision du renouvellement, hein, comme pour Calliope, c'est un Exactement, vrai partenaire. exactement. Il y a une Donc, slide où j'ai voulu vraiment mettre un focus là-dessus parce que c'est vrai que le guide, il y a une petite phrase qui est assez laconique, on va dire. Et bon, après, en faisant et en répondant à des questions, je pense que les organismes comprennent et puis on a des échanges également et on a répondu par d'autres moyens. Mais c'est vrai que je tenais à ce que ça soit précisé puisque c'est très, très important le bilan et ça revient même si le rendu compte, on va dire, il n'y a pas les tableaux qui sont demandés au RNCP, il n'y a pas le tableau Excel avec l'entreprise, etc., ça revient quand même à faire du suivi de cohorte, tout ça, tout à fait. oui, et Voilà. puis j'imagine, enfin on va en reparler peut-être, mais qu'il y a une cohérence aussi pour les financements par le CPF, parce que Exact. dans le travail de contrôle que vous faites et le travail de contrôle que fait la Caisse des dépôts, il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux, hein, et Tout à que fait. une certification, une formation financée par le CPF qui conduit à un répertoire spécifique, il faut démontrer qu'effectivement, on a des résultats et qu'on ne peut pas dire oh ben moi, les gens vont passer leur certification ou pas, c'est leur affaire. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, vous allez voir dans la slide concernée, on parle aussi de taux de présentation, c'est-à-dire que puisqu'on parle de CPF, le CPF, ce qu'il vise, c'est des formations certifiantes. C'est-à-dire quand on dit certifiant, il faut que l'objectif, c'est de se faire certifier, pas juste de faire la formation. Et c'est vrai que c'est un sujet qui peut poser souci parce qu'on peut avoir beaucoup de formations, mais pas beaucoup de présentations, même pas présentation à l'examen et encore moins de certifiés. Donc, c'est vrai que ça peut poser question lors d'un renouvellement. Vous avez tout à fait raison. On Voilà. continue, pardon. On continue, pas de souci, pas de souci. C'est interactif. Donc, moi, je voulais aussi, et donc on passe là à la slide suivante sur les partenaires éco-certificateurs. Pareil, un focus, on va revenir même plus loin parce que c'est une responsabilité lorsqu'on est certificateur de gérer ses partenaires, mais un organisme, s'il souhaite gérer une formation certifiante, il peut aussi le faire en tant que partenaire d'un certificateur ou en tant que co-certificateur. Voilà. Bon, on va passer à la slide suivante. Très rapidement, sur l'adéquation, des connaissances et des compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail. Donc là, il y a 2 sujets, il y a 2 façons, qui sont complémentaires l'une de l'autre de le démontrer. C'est l'opportunité du projet de certification. Donc on a une note d'opportunité où on va essayer d'identifier les besoins en compétences, la réponse que le projet de certification y apporte. Et là, on va avoir aussi, je me suis permis de faire quand même un focus sur ce sujet-là pour aussi répondre aux différentes typologies de certification. Par exemple, quand il s'agit d'une spécialisation, on va plus argumenter les besoins des entreprises et la complémentarité des compétences par rapport à des métiers qui sont exercés par les professionnels auxquels s'adresse ce projet. Moi, je donnais l'exemple de technique voix off, comme j'ai été aussi dans le domaine de la culture en tant qu'instructrice. Après, il y a aussi le cas des activités complémentaires et la démonstration devra se faire davantage en termes de besoins du marché et de l'essor d'une telle activité. Par exemple, moi, j'ai donné l'exemple de l'exercer la fonction de DPO, mais il y a aussi enseigner le yoga, il y a eu un essor de cette activité, donc on va pouvoir aussi démontrer cela. Mais la complémentarité avec un métier s'entend moins ici. Par contre, il va falloir réfléchir à des prérequis. Par exemple, dans le cadre du yoga, prévoir des personnes qui ont déjà un bon niveau de yoga, etc. Voilà, donc je voulais quand même faire un focus, même si c'est des choses que vous connaissez déjà, parce qu'il y a des typologies qu'on n'avait pas mis en exergue auparavant et donc donner aussi des exemples différents de comment on aborde l'opportunité. Voilà, donc je passerai à la slide suivante très rapidement sur la valeur d'usage. Donc la valeur d'usage, c'est vraiment donner les preuves que
une certification, enfin une formation qui doit devenir certifiante, a été mise en œuvre. Et ce sont des courriers qui doivent respecter un certain formalisme, etc. Là, je veux vraiment faire un focus sur un sujet, c'est que nous avons de plus en plus des partenaires, des anciens partenaires ou des partenaires même actuels de certains certificateurs qui viennent prouver leur valeur d'usage avec des témoignages des bénéficiaires, mais qui ont été certifiés au titre du certificateur dont ils étaient partenaires. Donc ça, c'est interdit. C'est comme si on utilisait des promotions pour le RNCP de notre partenaire pour justifier notre propre enregistrement. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà, juste ce focus-là. Et là, on va passer à la slide suivante pour rappeler un petit peu ce qu'on attend d'un bilan. Et ça répond aussi à la question qu'on a abordée tout à l'heure, Michel. Donc, sur le bilan, on doit avoir des éléments qui démontrent que la certification a été mobilisée pendant la période d'enregistrement et éventuellement quelles sont les évolutions qu'on a constatées, les demandes aussi de la part des usagers, des entreprises, s'il y a eu une adaptation de la certification du projet qui va être aussi enregistré peut-être sur un format modifié qui a évolué. Et dans ce bilan-là, relatif à la mobilisation de la certification, il faut avoir plusieurs éléments. On doit avoir le nombre de candidats, tous les candidats, le taux de présentation à l'examen, ce que je disais tout à l'heure, le taux de réussite, et aussi d'autres informations sur le profil, par exemple les métiers exercés, ça nous permet aussi de vérifier les publics cibles qui étaient prévus, le niveau en début de formation, les raisons du choix de la certification, la plus-value en termes d'évolution professionnelle, des nouvelles missions, de mobilité par exemple. Et dans le cas des activités complémentaires de ce que j'évoquais tout à l'heure, d'une activité autonome et complémentaire à une autre activité, le bilan devra permettre de démontrer que les certifiés exercent réellement cette activité et pourra prendre, par exemple, la forme d'une enquête de venir. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont très importants et qui permettent de justifier que la certification a été utile, parce que c'est ça l'objectif. Voilà, Tout à c'est bon. fait. Est-ce Tout qu'il y à a fait. des questions, Michel, ou je Euh, continue? on peut continuer. Je peux dérouler, d'accord. Oui, on continue parce que bon, on reprendra des questions après. Merci Cathy de nous envoyer les questions. Elles sont nombreuses, donc je propose qu'on avance et puis encore une fois, on fera un document qu'on vous enverra pour les questions, hein. Voilà, bon, des questions un peu précises, voilà, qui sont, si nous proposons des formations sur 3 logiciels, doit-on demander une ou 3? Enfin bon, donc voilà, c'est un peu technique, donc je pense que c'est plus important que nous avancions. Merci pour toutes les questions. Vous nous excusez de ne pas y répondre dans le cours de vraiment Et aujourd'hui. attention, parce que vous posez des questions aussi sur le bloc. C'est pas que je connaisse pas les blocs, mais et sur des métiers. Mais le répertoire spécifique, c'est pas dans ce périmètre-là. Mais c'est vrai qu'il y a un lien avec les blocs, comme je disais, par rapport à l'équivalence. Mais Oui, attention aussi aux questions. Mais je peux les soumettre à Goulvet s'il a le non, temps. mais Mais en tout cas peut-être par rapport au blog, c'est vrai que quand on fait, d'ailleurs, j'avais le cas ce matin pour un accompagnement où on dépose au répertoire spécifique et il a fait les comparaisons avec les certifications comparables et il a trouvé au RNCP quelque chose qui se rapprochait un petit peu de ce qu'il fait et il a identifié dans ce RNCP un bloc qui était comparable à ce qu'il dépose au RS. Donc oui. cette comparaison est intéressante quand même. Oui, 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 c'est intéressant, mais c'est ce que je disais, je pense qu'il y a plus intérêt à quelqu'un qui a un organisme qui a du RNCP à établir cette équivalence qu'inversement. Et bien évidemment, quand on a un organisme qui avons déjà un RNCP où il y a un bloc sur une certification qui pourrait devenir du RS, c'est vraiment pas utile de le faire enregistrer au RS. Enfin, c'est Oui, voilà. c'est ça, puisqu'Il faut pas doublonner. Ouais. il y a un RS caché dans le RNCP, c'est les blocs avec Exactement. leur numérotation.
Voilà, exactement. Moi, je vais continuer alors avec les référentiels, toujours rapidement et plutôt avec un focus sur le handicap. Donc les référentiels, il y a des référentiels de compétences et d'évaluation. Il faut que cela correspond à un besoin existant et prospective en compétences. Il faut que cela soit, établi selon une logique d'ingénierie de formation d'ingénierie de certification, pardon, et non pas d'une logique de formation avec des contenus pédagogiques. Donc, c'est vrai que parfois, nous avons des référentiels qui ressemblent plus à un programme de formation qu'à une certification. Et il faut décrire l'ensemble des compétences requises dans un contexte professionnel identifié, avec des situations d'évaluation qui sont destinées à mesurer, apprécier l'attente des compétences définies. Voilà, donc ça, Alors, c'est la description globale. j'ai Oui, Michel? une question là-dessus, pardon de vous interrompre, mais c'est que souvent, je pense qu'on confond modalité d'évaluation avec modalité pratique de passage de l'examen. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà les modalités pratiques de passage de l'examen, et puis on pense s'en tirer à bon compte comme ça. Et moi, je reprends chaque compétence, et je dis, dans la compétence qui vient d'être décrite, qu'est-ce que vous évaluez? Et ce n'est pas par hasard si j'ai une ligne où on dit colonne modalité d'évaluation de cette compétence, avec quels critères pour évaluer cette compétence. C'est un sujet complémentaire, mais un petit peu différent de la modalité du passage de l'examen. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. En fait, il y a les modalités de passage de l'examen sont à décrire au titre du critère numéro 3. C'est pas ici, c'est vraiment ce que vous dites, les modalités d'évaluation qui sont attendues ici. On n'a pas besoin non plus de connaître ni les notes, ni si ça va être traduit par des notes. Juste décrire les modalités, mais le décrire de manière compréhensible, parce que des fois on a entretien, bah oui, avec qui, comment, voilà, donc c'est vrai qu'il faut quand même être un petit peu plus précis et que ça soit cohérent, c'est-à-dire que les compétences doivent être cohérentes avec les modalités d'évaluation. Plutôt, quand on décrit les modalités d'évaluation, il faut que ça soit cohérent avec les compétences et les critères avec les modalités d'évaluation. Parce que des fois, nous avons aussi des critères d'évaluation qui décrivent très, très, de manière plutôt détaillée, par chaque compétence, ce qui est attendu, mais ça correspond pas, c'est pas toujours cohérent avec la modalité d'évaluation. C'est pas on voit même pas des fois comment ça pourrait être évalué, par la modalité qui a été décrite. Voilà. Je vais continuer, bon, je vais pas revenir sur ce que c'est une compétence, c'est ni un savoir, ni une connaissance, ni une maîtrise de techniques et outils, donc on va pas décrire de cette manière-là, ça va être un verbe d'action. Vous connaissez, je pense, ça a fait le tour, des réseaux, les exemples que nous avions donnés dans les guides. Je vais continuer sur la slide suivante et là, un focus à nouveau sur les modalités d'évaluation puisque, il est préférable de s'approcher, il est même très, heu, c'est même plus que préférable, il est impératif, de s'approcher le plus possible de l'action de situation de travail. Donc, l'évaluation de compétences peut s'effectuer par des situations professionnelles. Ça ne peut pas être toujours des situations réelles, mais ça peut être des mises en situation simulées. Ça peut être aussi fait par les ressources, pour s'assurer bien que le candidat possède des connaissances, mais ce qui, doit prévaloir, c'est plutôt la mise en situation professionnelle. Hem, Sur les critères, il faut toujours que ça soit très concret, c'est-à-dire qu'on a la qualité générale attendue, ça c'est bien, mais aussi il faut que ça soit très concret, que ça soit observable. Pourquoi? Parce que le jury a besoin de savoir, hem, quels, éléments, sont, évalués, que ça soit justifié et objectivable et qu'on s'assure que s'il y a plusieurs jurys, qu'ils évaluent tous de la même manière et que c'est pas aléatoire, que c'est pas il y a pas des éléments qui vont être, évalués par, quelqu'un d'une manière, par quelqu'un d'autre d'une autre manière. Voilà Je et veux dire, je veux dire, modalité d'évaluation, c'est qu'est-ce que je mesure dans la critère, et puis le critère, c'est comment je le mesure de façon objective et qu'il ne puisse pas y avoir de distorsion entre les exactement, candidats. exactement.
Parce que c'est vrai que ça laisse des critères qui sont mal définis, ça laisse une place trop importante à la subjectivité et c'est pas bon. Alors, donc, sur ce critère-là, numéro 2, un petit focus sur le handicap. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du fameux décret de avril 2021 qui a introduit aussi le fait qu'il faut tenir compte, donc ça, la phrase qui est sur la slide tout en haut en majuscule, il est tenu compte le cas échéant des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, d'accessibilité et de conception universelle. C'est sorti du décret. Et donc, c'est à partir des responsabilités qui sont de septembre 2021, je pense qu'on a commencé à être, ça va être obligatoire. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer là où c'est pertinent dans les certifications, y compris répertoire spécifique, où c'est pertinent, cette prise en compte du handicap. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le critère 3 où on va faire de l'aménagement pour les stagiaires qui sont eux-mêmes en situation de handicap. On est sur des compétences qui permettent de prendre en compte l'accessibilité, la conception universelle. Par exemple, on a, et ça c'est vraiment un exemple sorti d'une instruction, on a une certification qui porte sur la création et l'administration d'un site internet. Elle est bien, elle est plutôt correctement présentée, tout va bien, mais on se rend compte qu'il y a aucune compétence qui se réfère à l'optimisation de la durée d'accessibilité d'un site. Donc, on a ce référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui n'est pas du tout pris en compte. Et donc, ce qu'on a fait, grâce à notre Quel con, quel con. allô? Je vois plus la vous m'entendez toujours? Je continue? Alors, bon, je vais continuer alors. Concernant l'accessibilité, hem, donc la prise en compte du handicap, ce qu'on a fait pour cette, situation-là, pour ce dossier-là, notre référent handicap a demandé, qu'il y ait un ajournement du dossier pour que, l'organisme puisse intégrer cet élément qui lui semblait incontournable. Après, pas toutes les situations s'y prêtent. Par exemple, on va être très attentif, pour les certifications qui visent des compétences RH, de management, création de site internet et cetera. Voilà, il y a d'autres situations où ça s'y prête moins. Voilà. Donc, c'est bon, Je suis revenu, vous m'excusez, j'ai été déconnecté. Moi, j'ai continué un peu sur le handicap, mais on est sur la même slide. Voilà, pardon, hein, excusez-moi, mais j'étais. C'est bien que ça ait continué et que ça ne vous ait pas interrompu. Bravo. Bah, j'ai eu un petit doute, mais après, je demandais à Cathy de m'autoriser à continuer. Très bien. Alors, donc je vais passer au critère numéro 3. On l'appelle critère qualité pour aller vite. Alors, le critère numéro 3, c'est un critère qui se réfère au contrôle de la régularité de l'évaluation. Et ça implique que les procédures associées au-delà du seul référentiel d'évaluation soient décrites et engagent le certificateur et ses partenaires lorsqu'il leur délègue la responsabilité de l'organisation de l'évaluation. C'est très important et c'est vrai qu'on revient à nouveau à ce décret du 2 avril qui indique aussi qu'il y a vraiment une responsabilité, y compris concernant la communication des certificateurs par rapport à une certification et qu'ils sont responsables des informations communiquées au public
sur les certifications professionnelles, certifications ou habilitations enregistrées au répertoire. Et il faut aussi qu'ils soient attentifs aux informations qui sont transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent. Donc, ce que veut dire ce critère-là, c'est que la responsabilité qui est liée à toutes les conditions dans lesquelles se déroule une certification et à la communication que l'organisme en fait, c'est aussi porté par les partenaires. Et c'est l'obligation du certificateur de contrôler, d'auditer ses partenaires. Voilà. Après, sur ce critère-là, on peut passer aussi à la slide suivante. Pour ce critère-là, on doit vérifier plusieurs éléments. Ça va être bien sûr la composition du jury, mais qui est aussi un lien avec l'évaluation, parce que pour que l'évaluation soit certifiante, il faut que le jury soit neutre, indépendant, professionnel. Il faut qu'il se dissocie du certificateur, il faut qu'il se dissocie, enfin, la composition du jury, du parcours de formation. Les membres du jury ne doivent pas avoir des liens personnels ou professionnels avec le candidat. Et aussi, il doit être collégial, donc il ne peut pas se limiter à une seule personne. Et aussi dans cette partie-là, on va décrire tous les éléments qui sont en amont de l'évaluation, vérification de prérequis, modalités d'information des candidats, convocation, etc. Durant l'évaluation, quelles sont les missions du responsable d'organisation, comment on traite aussi voilà, les aménagements des profs pour une personne en situation de handicap, et aussi en aval de l'évaluation, la description de modalités de traitement de dysfonctionnement, le processus de rattrapage, etc. Pour revenir aussi sur la question du contrôle qui est vraiment très importante, c'est vrai qu'il va falloir, au moment où il y a un projet de certification qui est déposé, se poser la question, est-ce qu'on va avoir des partenaires ou pas? Au départ, il n'y a peut-être pas la volonté d'en avoir, mais vous allez voir que rapidement, vous allez peut-être avoir des sollicitations que vous allez peut-être souhaiter de le faire, souhaiter le faire. Et donc, il faut se poser la question, comment je suis capable, comme je disais aussi tout à l'heure, de gérer ce partenariat, de contrôler ces partenaires, de m'assurer que ces partenaires sont en mesure de organiser la formation et l'évaluation comme je l'entends et comme je me suis engagée de le faire auprès de France Compétences lorsque la certification a été enregistrée. Et donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir, et même dès le dépôt d'une demande d'enregistrement, si on n'a pas encore conventionné, bien évidemment, si c'est une première demande, c'est plutôt compliqué de conventionner, au moins donner un projet de convention et prévoir au moins un process concernant le partenariat, et aussi prévoir dans ce process-là et dans les conventions la possibilité de faire des audits, la possibilité de s'adresser et aussi de les mettre en demeure, pourquoi pas de les contrôler dans le cadre des audits, et aussi de rompre la convention si ils ne sont pas capables de suivre les règles et ce qu'on appelle le cahier des charges de la certification. Voilà, donc c'est vraiment très important, et je vais continuer après sur le contrôle, parce que il y a aussi, nous, France Compétences, on va faire du contrôle, mais on s'adresse toujours aux certificateurs, mais on contrôle y compris les pratiques des partenaires. Voilà, donc d'un certificateur, même si ce n'est pas eux-mêmes qu'on met en demeure, parce qu'on estime que c'est la responsabilité du certificateur. Et on a eu aussi des certificateurs qui ont mis en demeure et qui nous ont donné les preuves qu'ils ont fait des bilans sur les audits, qu'il y a eu des améliorations, qu'ils ont fait des mises en demeure, des déréférencements de partenaires, parce que vous savez qu'il y a l'obligation d'habilitation des partenaires de les déclarer sur le site de France Compétences, pour que ça aussi, ça puisse apparaître après c'est auprès de la Caisse des dépôts et qu'on puisse déposer une offre. Et donc, dès qu'on a ce type de partenariat, il y a tout un engagement qui doit être respecté de la part des partenaires. Voilà.
Juste une petite question Oui, bien concernant sûr. la composition des jurys, parce que j'ai vu plusieurs remarques sur est-ce Oui, qu'un formateur peut faire du jury? Est-ce que un formateur qui intervient sur une autre formation peut-il être membre du jury? Parce que c'est pas lui le jury, hein. oui, tout à fait, oui. En fait, ce qui doit, se produire ici, c'est, il faut pas que, le jury, ne puisse pas, décider dans des conditions de neutralité. Et c'est vrai que le formateur, il est trop influencé aussi par les interactions qu'il a eues avec les élèves, les stagiaires. Et si on le fait intervenir dans un jury, ça va nuire un peu à la neutralité. Après, si par exemple le jury il est composé de plus de 50% de personnes extérieures, qui a un président même extérieur et tout ça, et qu'il y a ce formateur-là et que son intervention est neutralisée, on peut, nous, on va faire une forte recommandation pour que ça ne soit pas le cas, pour que le formateur soit pas le formateur qui est intervenu, mais il est préférable que ça ne soit pas quelqu'un qui est intervenu auprès des stagiaires. Mais si c'est un formateur, c'est pas la notion de formateur, c'est formateur qui a un lien personnel avec les stagiaires. Voilà, donc je complète. Oui, Voilà. ça peut être un membre de l'équipe du certificateur qui Mais qui n'est pas prépare le intervenu, tout formateur, à mais qui fait. n'est pas Et donc, intervenu dans la formation préparant la tout à fait. certification. C'est un Euh, membre du jury parmi d'autres. sur- Exactement. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit d'avoir une partie des membres qui sont internes. C'est-à-dire que lui, il peut figurer parmi les membres qui sont internes, même s'il est formateur. Donc, c'est pas la notion de formateur qui est remise en cause ici, c'est le lien qu'il peut avoir avec le candidat. Voilà. Merci, Andrea. On Bah, continue? avec plaisir. Alors, on continue. J'ai pas évoqué tout à l'heure un point qui était quand même important sur l'évaluation. C'est aussi, là, on va être sur la slide suivante. Oui, mais Hem, ben moi, ça n'avance plus mes slides. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, vous ne pouvez pas faire avancer les slides, Andrea? je sais pas. Je sais Petit pas problème technique, moi, j'arrive plus à faire avancer mes slides. Alors, c'est ah bizarre. si, si, c'est bon, on le voit. Mais sauf qu'il faut faire, ah. Bon, Paul est hors ligne. Alors, souhaitez-vous reprendre la dernière page diffusée? Oui. Laurent, je ne vois pas pourquoi ça n'avance pas mes slides là. Bon, je n'arrive pas à faire avancer les slides là. Au secours, Laurent. Euh, Là, c'est bon, c'est la bonne slide là, Andrea? Les référentiels d'évaluation, j'étais plutôt sur la composition du jury, en fait. Donc c'est un petit peu plus loin. Ah, voilà, ça y est, ça recommence. Voilà, On est au critère 3, non? On est exactement. Donc critère 3, et après il faut compter une, deux, en critère trois. 3. J'étais à la C'est troisième bon, hein. slide, voilà. Alors, hop. On en était à quelle slide? À celle-ci ou la La suivante? suivante. Voilà, ça y est. Désolée. Alors, concernant les modalités spécifiques de lutte contre la fraude. Donc ça, c'est vraiment important de le mettre également. Et surtout quand il y a une évaluation à distance, pareil, il faut que l'évaluation s'y prête bien. Parce que pas toute évaluation à distance s'y prête. Ça dépend aussi de l'objet de la certification, ce qu'on peut évaluer ou pas à distance. Voilà. Mais toujours mettre les dispositifs de vérification sur l'identité du candidat, sur les modalités qu'il a à consulter des documents, etc. Voilà, donc ça, c'est important. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais Oui, c'est c'est important. important.
On m'a posé la question d'ailleurs récemment sur, ben, oui, moi j'ai dit, mais comment vous contrôlez que c'est bien le candidat qui est en ligne Exactement, et pas quelqu'un exactement. d'autre, Mais hein? tout à fait. Oui, oui. Mais d'ailleurs, dès que nous observons qu'il s'agit d'une évaluation à distance, on est beaucoup plus pointilleux avec ce critère-là. Alors que si le certificateur, enfin, ou le futur certificateur déclare qu'il n'y a pas d'évaluation à distance, c'est vrai qu'on va pas demander que ce item-là soit explicité. Voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on a eu beaucoup avec le Covid, des évaluations qui se sont transformées. Donc, on était sans cesse sollicité. Est-ce que ça, je peux transformer? Est-ce que ça, je peux le faire? Ou, ça dépend hein, effectivement des thématiques. Voilà. On peut passer à la slide suivante, si vous souhaitez. Alors, voilà. C'est bien celle-là? Exactement. Et donc là, je vais faire juste un focus à nouveau sur les obligations d'un organisme certificateur par rapport au contrôle, parce que nous avons parlé un petit peu avant avec Michel, et c'est vrai qu'on l'a dit même au début de l'intervention, c'est un élément qui est important. Et en plus, depuis avril 2021, nous, on a des prérogatives plus importantes pour faire du contrôle. Et il y a aussi ce texte que je vous ai lu tout à l'heure concernant l'organisme certificateur qui a une obligation importante auprès de ses partenaires pour avoir un contrôle de ses partenaires sur la manière de faire vivre la certification, parce que les partenaires sont habilités à former et à évaluer, ou juste à former. Et donc, le certificateur doit s'assurer qu'il forme sur des compétences qui amènent à la bonne certification. C'est ça le cas le plus classique où on observe, nous, des dysfonctionnements. Je vais vous les citer, les cas tout à l'heure. Hein. On va être un petit peu de transparence sur ce que nous faisons. Et donc, on est avec le décret d'avril, pendant toute la durée d'enregistrement de certification au répertoire nationaux, l'organisme certificateur a deux types d'obligations. Donc, il a une obligation de communication, notamment d'éventuelles modifications concernant un co-certificateur ou des partenaires. Donc, ça, c'est une obligation qu'il a auprès de France Compétences. Et après, il y a une obligation de conformité vis-à-vis des caractéristiques qui ont justifié l'enregistrement. Donc, l'organisme certificateur doit faire vivre cette certification conformément à ce process, à ce dossier, à ces éléments qu'il a transmis à France Compétences dans dans sa demande d'enregistrement. Et ce sont des engagements, en fait. On ne peut pas déroger à ça, y compris, vous voyez, au répertoire spécifique, je parlais tout à l'heure de prérequis, je parlais du public cible. Il y a eu des publics cibles, il y a eu des prérequis qui ont été définis à un moment donné. On ne va pas dire, une fois enregistré, qu'on va plus ouvrir les publics cibles ou plus ouvrir les prérequis, puisque c'est plus du tout la même certification. C'est plus du tout le même objet, le même objectif. C'est pas. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a la possibilité de modifier une fiche. Ah, j'allais poser la question. On peut Oui, modifier une fiche. exactement. Il y a une possibilité de modifier une fiche. Vous avez, c'est dans les notes de dépôt, il y a un pavé, je pense que c'est page 28, mais ça a dû changer depuis parce qu'on l'a modifié un petit peu. Mais en tout cas, c'est possible. Vous avez tout le tableau avec tous les éléments qui peuvent être modifiés. Mais attention, il y a des éléments quand même qui sont non modifiables déjà et d'autres sont modifiables, mais avec l'accord quand même du directeur de la certification. Bon, bien sûr que l'intitulé, tout ce qui est NSF, etc., ça peut pas, ça peut pas se modifier. Par contre, il y a d'autres éléments qui peuvent se modifier, mais
si on va jusqu'à changer les compétences ou on va vouloir changer les publics cibles, mais de manière très large, en apportant, je ne sais pas moi, par exemple, management de proximité, c'est tu es adressé à des managers et à un moment donné, on va dire bah, c'est adressé à tout le monde. Bah, on va pas pouvoir, c'est pas le même objet, c'est pas la même certification. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments qu'on ne pourra pas modifier comme ça, c'est pas cohérent. Ou sinon, Mais si on veut changer de certification, bah, on retire la nôtre et on dépose une autre, mais c'est pas sûr que ça va être accepté en état. et Voilà. s'il y a une modification réglementaire, j'ai une certification qui est enregistrée pour 5 ans, et puis bah, dans les 5 ans, il peut s'en passer des choses, en particulier sur le plan réglementaire. Alors, si j'ai quelque chose de réglementaire qui vient contredire ma certification, est-ce que j'ai la possibilité de venir modifier? Bah, en fait, ça, ce n'était pas produit jusqu'à maintenant, mais je pense qu'on peut la changer en cours, puisque justement, sinon, ça contredit le cadre, donc on peut la changer. Mais après, c'est vrai que c'est pas, moi, j'ai pas eu pour l'instant cette démat pour aucune Oui, oui. des Mais bon, certifications. c'est Mais une possibilité, mais a priori, oui. c'est Et aussi même, relatif. ça fait partie des éléments qu'on doit faire évoluer quand on va faire le bilan de notre certification. On va dire, bah, j'ai fait évoluer puisqu'il y a tel élément et je l'ai pris en compte et personne ne va venir contester ça. Bien sûr. Voilà. Après, ça dépend quel est l'objet d'une modification. Si l'objet, c'est d'ouvrir à trop de public alors que ce n'est pas du tout cohérent, c'est peut-être pas une bonne idée. Après, si l'objectif, c'est de répondre à un besoin de marché, à des modifications même. Bon, après, si c'est complètement modifier la certification, on en fait une autre. Mais après, si c'est pour l'ajuster, puisque ça répond à voilà, des évolutions qui sont pertinentes et qui sont voilà, même nécessaires, c'est entendable. Voilà. Puis c'est aussi un échange avec, il faut donner des explications à Exactement. l'instructeur, pas changer pour changer, etc. Il faut expliquer pourquoi on change, le contexte, Tout à etc. fait, tout à Ça fait. puisse être Après, c'est validé. une boîte de dialogue. Généralement, c'est le directeur qui valide ça. C'était Michael Charby qui validait ça. Mais généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il y a aussi une concertation avec l'instructeur, c'est toujours là. Sur, par exemple, moi, j'ai eu sur un de mes dossiers que j'avais instruit il y a 2 ans et je sais qu'il y avait une modification. Il m'a consulté pour me demander ce que j'en pensais, etc. Voilà. Vous Et parlez de donc, Michael Charby au passé. chut, Bon, voilà. Alors, voilà. bon, on passe sur le sujet. Alors, concernant la communication, donc je disais que l'obligation de communication de conformité par rapport aux caractéristiques s'étend également aux actions de communication. Donc, c'est ce qui a été concerné par le fameux article du décret de 2021, d'avril 2021. Et donc, il faut toujours que cette communication sur la certification soit conforme et que ça soit pas juste conforme sur, le site de la CDC, que ça soit conforme aussi sur le site de l'organisme certificateur et aussi sur le site des partenaires et ça concerne, aussi les compétences donc bon, on n'est pas obligé de faire un affichage compétences. On va pas afficher toute la fiche, non, on peut faire un programme de formation, on a le droit, mais il faut que juste ce programme soit cohérent avec les compétences. Voilà, c'est pas on n'a pas j'ai vu beaucoup de sites, pour bien faire en écrivant en compétences, peut-être ça parlera moins aux stagiaires d'écrire en compétences. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste que le programme doit, respecter les objectifs certifiants et donc les compétences qui sont visées. Si on n'arrive pas à faire le lien entre les 2, c'est que c'est problématique et que votre partenaire fait un peu n'importe quoi. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai eu plein de cas de figure et j'ai eu aussi des organismes certificateurs qui ne faisaient pas trop attention parce ils avaient été eux-mêmes un peu débordés par le nombre de partenaires. Donc, ils étaient de très bonne foi. Franchement, je les croyais vraiment de bonne foi et me disaient, mais moi, j'avais pas, heureusement que vous m'aviez dit, moi, j'arrête tous les partenaires
partenariat, ils mettent en danger ma probité, mon organisme. C'était comme ça aussi. Ça peut être vraiment même pas de la négligence, c'est que ça leur a échappé complètement et ça peut arriver. Hein. Et c'est vrai que nous, on va le pointer, même dans une instruction, ces éléments-là sont regardés. Et la commission, elle y est très sensible. Voilà, donc il faut franchement, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est aussi, ça s'obtient pas facilement, c'est un travail de longue haleine, on le sait, et il faut le défendre, il faut défendre ce que vous avez créé. Voilà, par rapport à vos partenaires, il faut. Et après, je sais qu'il y a des organismes qui sont dans une relation de confiance, ça se passe bien, donc on n'a pas que des cas comme ça, mais on a quand même des cas où c'est pas bien suivi. Donc, il faut toujours que cette communication précise bien le libellé de la certification, les voies d'accès. Après, si on est sur un RNCP de niveau de qualification, il y a des parcours qui sont adossés de formation. Le contenu, comme je disais tout à l'heure, doit être corrélé à la certification. Voilà. Alors, ça, c'est un joli rapport avec l'indicateur 7, je crois, de Calliope. Hein. Dans Calliope, on doit démontrer l'adéquation du programme de formation avec les objectifs de la certification. Et ça permet de dire à toutes les personnes qui nous appellent en disant « Je veux déposer ma formation chez France Compétences ». Non. Vous pouvez déposer une formation au catalogue qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr à condition que ce catalogue… Elle amène à une certification. Voilà, c'est un catalogue de formation certifiante. Oui. Le catalogue France Compétences, ce n'est pas un catalogue de formation, c'est un catalogue de certification. Tout à fait. Et donc, ce n'est pas la même chose. Alors, bien évidemment, André a fait le lien avec le programme de formation qui est effectivement lié à la certification visée. Mais ce n'est pas le programme de formation qu'on dépose. Qui est enregistré, exactement. Voilà, ce n'est pas le programme de formation qui est enregistré. Même si des fois on a des demandes, on ne cède pas. C'est vrai qu'on a eu des demandes à la place du référentiel, c'était carrément le programme, donc ça arrive. Voilà. Mais Voilà, c'est pour ça que je parlais du cas inverse où on a le référentiel qui est mis en programme sur le site. Ça, ce que je disais, vous n'êtes pas obligé non plus de le faire. C'est pas une obligation. Nous, on va comprendre, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait une cohérence, c'est tout. C'est ça. C'est ça, nous regardons en tout cas. Et le lien avec Calliope est très important. Automatique. Voilà. Ouais. On continue. Tout à fait. On peut continuer, oui. Là, j'ai fait donc un petit focus sur les types de dysfonctionnement. C'est un petit peu lié à ce que je présentais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va rencontrer quand nous, on fait du contrôle? Donc, quand nous, on fait du contrôle, les 3 contrôleuses de la cellule contrôle de France Compétences attachée à mon service, on a eu beaucoup de défauts d'habilitation. Maintenant, qu'il y a l'obligation pour la caisse d'avoir l'habilitation auprès de France Compétences, cet item-là, franchement, on ne l'observe plus. Mais notre toute première mise en demeure qu'on a faite, c'était beaucoup sur les défauts d'habilitation. C'est-à-dire qu'il y avait des partenaires ou pas, parce que certains ne l'étaient pas. En tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup d'offres sur Head-Off, sur la CDC, mais on voyait 0 partenaire chez nous. Et donc, c'est vrai que c'était aussi pour préparer le moment où c'est devenu obligatoire. En janvier l'année dernière, c'est devenu obligatoire. Et donc, pour préparer ce moment-là, c'est vrai qu'on a commencé à faire les mises en demeure. Et après, on a beaucoup de cas, et ça, c'est vraiment le cas le plus rencontré, le plus souvent observé, la communication défaillante ou trompeuse. Donc, des formations qui sont non corrélées à la certification. Donc, mais non corrélées en mode je propose de l'anglais alors que la certification porte sur l'espagnol. Enfin, je donne un exemple au hasard, mais c'est vraiment à ce point-là. Après, il y a aussi des formations qui préparent à l'obtention de quelques compétences, mais pas de la certification de sa globalité. Et ça peut arriver aussi bien au répertoire spécifique. Là on est sorti un petit peu du répertoire spécifique parce que le contrôle, nous, on contrôle les deux, bien évidemment. Et donc, on peut avoir la compétence 2 ou 3, mais pas la compétence 4, 5 et 1. Et en fait,
ou sinon une partie du bloc pour le RNCP, mais pas le bloc dans sa globalité, parce que le bloc, c'est la plus petite unité certifiante. Attention à ne pas confondre avec la possibilité que nous avons, enfin que vous avez, de proposer des parcours qui peuvent s'adapter. C'est-à-dire que quand on a des prérequis qui compensent une partie des compétences et qu'on va adapter, on va plus insister dans une formation sur l'autre partie des compétences, mais que l'objectif, c'est de certifier la globalité et d'obtenir la certification, là, c'est possible. Mais là, dans le cas que je vous expose, c'était carrément, je forme que sur la compétence 1 et c'est tout. Et c'est ça. Donc, ça, c'est pas autorisé et c'est vraiment le cas souvent, beaucoup trop souvent. Après, il y a aussi le cas où on délivre des certifications qui sont décorrélées à la formation qui a été suivie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certification, que sais-je, qui porte sur l'architecture d'intérieur et en fait, la formation suivie, c'était paysagiste ou inversement. Voilà. Donc, ça arrive aussi. Et ou sinon, du non-respect des caractéristiques d'une certification, par exemple le prérequis, le public cible. C'est problématique aussi parce que, par exemple, on a une préparation mentale des sportifs, OK, mais après qu'on avait en tant que public cible euh, des, des personnes qui sont dans le sport, des éducateurs sportifs ou des entraîneurs, etc. Et qu'à un moment donné, si on l'ouvre trop et qu'on dit n'importe qui, Andrea Tomapilo, elle peut le faire, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la cohérence qu'on a réussi à démontrer, la cohérence des compétences complémentaires qu'on avait réussi à démontrer lorsqu'on a fait enregistrer la certification, par exemple. Et donc voilà, tous ces éléments-là, c'est vrai que ça fait partie des éléments que nous contrôlons. Et après les étapes, je ne vous cache pas, il y a une mise en demeure. Les organismes, donc on ne retire pas la certification, on met en demeure, on nous donne du temps pour répondre. Donc, ils ont 60 jours pour y répondre. Dans les 45 jours, ils peuvent revenir vers nous avec une demande d'entretien et on peut échanger. Et après, ils nous envoient des justificatifs sur la mise en conformité. On étudie ces justificatifs, on étudie les éléments et en réponse, soit il y a globalement, il y a trois possibilités. Il y a soit on est content, on se dit ça a été mis en conformité, on envoie un courrier, vous êtes mis en conformité, attention ne pas reproduire ces éléments, il est possible qu'on vous contrôle à nouveau ou pas, attention. Donc, c'est clôturé sans sanction. Après, il peut y avoir aussi, donc classement sans suite, il peut y avoir aussi des demandes de délai. Certains n'ont pas eu parce qu'ils ont un grand réseau et donc ça peut se comprendre. Donc on est toujours dans un dialogue aussi, puisque notre objectif premier, ce n'est pas de sanctionner. Notre objectif premier, c'est de pouvoir aider les organismes à s'améliorer et éviter, comme eux-mêmes le disaient, de contourner, détourner les objectifs d'une certification. Donc, on peut leur donner un délai supplémentaire et après, mise en conformité, on recontrôle. Et quand on voit qu'après même plusieurs échanges, il n'y a pas cette mise en conformité, il y a un retrait. Là, je vous ai donné quelques chiffres. Il y a quand même 300 signalements parce que tout ce que nous vient, ça vient soit des signalements par les instructeurs, soit c'est par d'autres services de contrôle, soit par la CDC, soit par d'autres services de France Compétences. Donc, on a des usagers, on a beaucoup, beaucoup de signalements d'usagers qui ne sont pas contents, des concurrents aussi. Attention. Voilà. Et du coup, on a eu 300 signalements et depuis avril 2021, donc on a fait 160 procédures de contrôle qui ont abouti à un petit peu plus de 100 mises en demeure. Et sur ces 100 mises en demeure, on a fait juste 3 retraits.
pour dire que généralement, on a quand même beaucoup de succès avec nos demandes, que c'est suivi, que nos recommandations sont suivies. Et on est plutôt content parce que, comme je disais, on n'est pas dans un esprit de sanction, mais un esprit plutôt pédagogique. Mais bon, avec à la clé quand même le pouvoir de faire un retrait, ce qui n'est pas neutre. Après, il y a aussi une version intermédiaire de la mise en demeure, c'est le rapport d'observation. Donc, qui est juste, voilà, on va échanger, bon, j'observe ça, je vous demande de modifier certains éléments, voilà. Et il y a aussi la possibilité de vérifier certains éléments sans aller, on a un doute sur, je sais pas moi, sur les stagiaires, sur des PV, il y a plusieurs stagiaires qui nous ont signalé quelque chose, bah, on peut demander quels certains éléments pour s'assurer que tout va bien. Donc, c'est pas une mise en demeure, mais c'est juste, on active comme une sorte de droit de communication, même si c'est pas officiellement, c'est pas son appellation, mais nous, on le dit comme ça entre nous. Et donc, on peut demander à certains organismes de nous donner des éléments. Voilà. Et donc, des fois, il y a des choses qui ne sont pas dans notre périmètre. Voilà, et on peut, même si on constate par exemple des dérives sectaires, etc., voilà, on peut activer d'autres moyens de signaler ça. On peut les remonter à d'autres corps de contrôle. Voilà. Alors, tiens, à propos des dérives sectaires, je vous interromps, Non, non, Andrea. je finis sur le critère 3, c'est bon. Faut vous reposer un petit peu la voix aussi. Donc, je peux Exactement. un petit peu la parole aussi. D'abord pour dire à toutes les personnes présentes que ce que vient de nous exposer Andrea montre que une fois qu'on a fait un enregistrement, qu'on a obtenu un enregistrement au répertoire, que ce soit au RNCP ou au RS, c'est là que les difficultés commencent en réalité, parce qu'on a créé une vraie valeur. On a Oui. une certification qui est reconnue par l'État, parce que enregistrer au répertoire, ça veut dire ça. Hein. Avant la création du répertoire, on écrivait reconnu par l'État, on n'écrit plus ça, on dit enregistré au RNCP ou au RS sur le numéro temps, mais ça revient à la même chose. Donc on a réellement créé une vraie valeur. Et on peut remercier France Compétences, en fait, d'avoir cette exigence que cette valeur demeure. Et que, encore une fois, j'aime beaucoup la remarque que ce n'est pas là pour sanctionner, mais pour faire que la valeur que vous avez créée continue à être une valeur Tout sur à le fait. marché du travail. Hein. Mais c'est même vraiment, j'ai eu en face de moi des organismes qui m'ont dit, finalement, c'est pour nous, c'est pas que le CPF parce qu'on a d'autres ressources, et cetera. C'est le label que vous représentez. Exactement, Donc, exactement. j'ai eu des organismes qui m'ont fait ce retour-là et c'est vrai que ça confirme ce que vous dites, Michel. Mais je reviens sur le titre de la loi du 5 septembre 2018, c'est pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Mais c'est ce morceau de papier qu'on a entre les mains qui nous permet de choisir la liberté de son avenir professionnel. C'est ça qui a de la valeur sur le marché du travail. La formation qui m'a permis d'y accéder, ou la VAE, hein, sont des moyens d'y accéder, mais la valeur réelle, c'est ce document qui est reconnu par l'État. C'est ça qui a de la valeur sur le marché du travail. Et on oublie un petit peu cet objectif-là en se concentrant uniquement sur le moyen d'y accéder. Enfin, ça, Tout à fait. c'est mon point de vue. Et donc, c'est important de remettre un petit peu la certification Au au cœur, centre, hein. au cœur du dispositif. Exactement. Hein. Je me permets juste parce que je vois qu'il y a des demandes, des questions épinglées. Je ne pourrais pas répondre à tout, mais il y a les deux dernières qui sont sous mes yeux et j'aimerais y répondre. C'est sur les SAV et sur les raisons de la durée, sur la durée d'enregistrement, parce qu'il y a des durées courtées. Je vais juste répondre à ça, si vous permettez, Michel. Oui, oui, bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, je ne sais pas, vous, Juliette, si vous avez eu, cet enregistrement-là il y a longtemps ou plus récemment, parce que, on a commencé, l'année dernière à, éditer aussi des courriers après enregistrement et sont des courriers où vous avez, ça aussi c'est une nouveauté par rapport à ce qui se passait en 2020, ce sont des courriers qui permettent, de connaître quelles sont les raisons d'une durée écourtée, quelles sont
recommandations de la commission et aussi les points importants à prendre en compte sur les partenaires, sur les déclarations des partenaires, sur plusieurs choses. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas et si vous avez eu ce courrier-là ou c'est parce que vous avez peut-être été enregistré à un autre moment et donc on ne mettait pas en place encore les courriers, mais en tout cas maintenant on le fait. Après, n'hésitez pas à contacter votre instructeur. Je vous fais juste la demande de ne pas me mettre systématiquement en copie parce que c'est vrai que les instructeurs sont très professionnels, ça leur tient vraiment à cœur, mais c'est vrai qu'ils sont parfois débordés. Après, si l'instructeur n'est pas là et n'est plus là, vous pouvez me contacter, il y a aucun souci. Et sinon, il y a une autre question sur ce qui s'appelle le SAV. C'est intéressant parce que nous, en interne, on l'appelle aussi le SAV. Bien évidemment, vous avez le droit de contacter votre instructeur pour avoir un débrief. Après, on essaie de le faire le plus vite possible. On a beaucoup de sollicitations, mais vous avez le droit d'avoir ce débrief-là. Donc, je réponds à Alexandrine. Je réponds à Alexandrine qui pose cette question. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est important de rappeler ces deux choses parce qu'on n'a pas beaucoup, on ne peut pas faire de l'accompagnement. Nous, on n'est pas là, on est des évaluateurs, les instructeurs, mais y compris moi, on ne peut pas accompagner. On fait des petites interventions comme ça. On est allé aussi à Centre Info. Il y a beaucoup Mickaël qui a fait ça. Moi, je l'ai fait quelques fois, surtout en chat et une fois en direct avec Gwenola Cadville. Mais on peut quand même vous faire un compte rendu et des positions de la commission et des raisons d'un refus. Donc ça, c'est tout à fait dans notre engagement de service. Et donc, il ne faut pas hésiter à le demander. Après, voilà, parfois, on peut répondre un petit peu plus tard, mais bon, normalement, vous avez le droit, il faut l'activer. Voilà. Juste un petit point, Andrea, sur une question qui est posée et que Cathy nous demandait de préciser aussi, c'est la VAE est effectivement réservée au RNCP. Exactement. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours la case acceptation par la reconnaissance de l'expérience ORS est possible, mais sans la procédure VAE? Exactement, c'est la bonne réponse. Vous n'avez pas besoin de moi. Oui, non, mais c'est pour répondre à la question. Et que Non, non, c'est tout à fait ça. par, C'est-à-dire qu'il y a la voie de l'expérience qui est tout à fait possible. Voilà, après, il va falloir aussi adapter les prérequis en fonction, etc. Donc, il faut que ça soit cohérent. Mais le dispositif de la VAE avec le livret 2, avec tout ce que ça implique, n'est pas réservé. Et d'ailleurs, c'est dans les textes qu'il faut que ça soit inscrit au RNCP pour que ça soit accessible par la VAE. Voilà. Bon, ce n'est pas mon périmètre, mais je le connais quand même. Donc, voilà. Mais la VAE est une procédure particulière qui ne s'applique pas au RS, ce qui n'empêche pas qu'au RS, on peut faire une reconnaissance de l'expérience, pourquoi pas, mais il faut bien la justifier par rapport à ce qu'on fait, par rapport au dossier que l'on dépose, mais ce n'est pas la procédure VAE. Non, voilà. Tout à fait. Alors, bon, je vais passer rapidement sur les autres deux critères qui sont facultatifs. J'en ai parlé un tout petit peu, je n'ai pas fait de slide puisque c'est voilà, comme c'est pas rencontré souvent et qu'en plus ça a été déjà peut-être précisé par le passé, voilà. Mais je vais revenir quand même sur le critère 4, sur la prise en compte des contraintes légales et réglementaires parce que c'est vrai que ce n'est pas observé dans toutes les certifications, mais c'est important. Donc, il faut que le dossier puisse exposer de quelle manière le déposant a pris en compte cette réglementation d'activité, soit dans les prérequis, soit dans les prérequis demandés à l'entrée dans le dispositif, soit lors de l'adéquation du référentiel avec des compétences en lien avec la sécurité et que les évaluations et les sessions de validation soient conformes à la réglementation qui fixe les attendus et les modalités de cette évaluation. Mais pour expliquer un tout petit peu plus cette partie-là, par exemple, quand on parlait de prérequis, nous avons une certification sur le Pilate. Pilate,
il faut toujours que ça s'adresse à un public qui a un diplôme qui permet d'encadrer une activité physique et sportive contre rémunération. Donc, par exemple, des éducateurs sportifs et dans les métiers de la forme en plus. Il ne faut pas que ça soit dans tous les activités possibles et imaginables dans le sport. Donc, pourquoi? Parce que pour exercer ce genre d'activité, il faut un diplôme enregistré au RNCP. Et donc, on ne va pas pouvoir faire une petite partie d'une activité d'éducateur sportif sans avoir un diplôme. Donc, on voit bien le lien de complémentarité, de spécialisation par le Pilate de, par exemple, un éducateur sportif. Mais il faut que lui, il puisse le faire. Voilà. Après, par exemple, c'est beaucoup observé dans tout ce qui est médical, sportif, tout ce qui est réglementé, en fait. Et par exemple, il y a une certification de psychotraumatologie. euh, c'est un DU. Elle existe au répertoire spécifique. Et il faut que les personnes public cible auquel s'adresse cette certification aient déjà un diplôme qui leur permet d'exercer en tant que psychologue. Sinon, moi, par exemple, j'ai un diplôme de psychologue, je pourrais la faire, cette certification, même si je n'exerce pas. Mais, par exemple, quelqu'un qui est ingénieur informatique, je ne pourrais pas le faire. Voilà, donc ça, c'est important. Après, on peut intégrer certaines parties de réglementation, par exemple, qui gestion de données personnelles, on peut les faire apparaître dans la compétence. Donc, ce n'est pas obligatoire toujours que ça soit au niveau des prérequis, mais ça, c'est le cas assez fréquemment rencontré par nos instructeurs et surtout pas respecté. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion sur cette partie réglementaire quand il s'agit de public cible et des prérequis. On peut l'ouvrir trop des fois et l'ouvrir à des personnes qui n'ont pas vocation à exercer du point de vue, c'est comme pour la coiffure aussi. Par exemple, pour la coiffure, on a eu des certifications, enfin, des projets, parce qu'elles ne sont pas enregistrées, qui devaient s'adresser qu'à des coiffeurs, voilà, la réglementation dit qu'il faut un diplôme dédié et qui était ouvert voilà, à tous les professionnels en esthétique. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours se poser la question à qui je m'adresse, est-ce qu'il a le droit d'exercer? Donc, ça, c'est la traduction pour l'ERS de ce critère 4 réglementaire. Voilà. C'est Et après, important, hein. oui. C'est important. Et effectivement aussi, à l'intérieur du référentiel d'évaluation des compétences, comment ces aspects réglementaires peuvent être pris en compte. C'est ce que vous avez dit, hein, mais Tout à fait. Tout à fait. c'est aussi un élément important, important à prendre en compte. C'est sûr que on rencontre souvent ce genre de situation. Et c'est bien ce que vous avez dit, puisque ça éclaire bien la notion de prérequis qui est demandée et qui n'est pas toujours comprise. Oui, oui, oui. Hein, parce que C'est complémentaire la notion avec le public cible parce qu'on dit le public cible, ce sont des psychologues. Bah, le prérequis, c'est d'avoir un diplôme. Voilà, c'est pas, voilà, des voilà. fois c'est lié, des fois ça l'est moins. C'est bien le prérequis pour obtenir la certification, qui n'est pas forcément le prérequis pour aller faire la Exact. formation, parce que le prérequis pour la certification, surtout si vous avez dit que vous pouvez faire un processus de reconnaissance des acquis de l'expérience sans passer par la VAE, eh bien, il faut bien que le prérequis soit un prérequis de la certification et pas de l'entrée en formation. Hein. Et c'est important de décorréler, encore une fois, la formation et le programme de formation avec l'aspect certification, quoi, l'ingénierie de certification. Définir le public cible est important et je rencontre souvent aussi, on a eu d'ailleurs quelques soucis avec ça sur 2 dossiers, la définition du public cible. Le public cible, c'est pas les personnes qui vont bénéficier de la compétence du public cible, justement. Hein. On arrive des fois à des erreurs en disant le public cible, ben tiens, pour le sport, c'est les sportifs.
Alors que non, les sportifs sont les bénéficiaires de la compétence de l'entraîneur sportif qui va faire bénéficier de cette compétence-là les sportifs qui va entraîner, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On a eu, ça arrive chez nous aussi parce que vous parlez de ce que vous avez vu et ce que vous avez pu corriger, mais nous, on parle aussi de ce que n'a pas pu être corrigé en Voilà, arrivant chez nous. Donc, on peut avoir des confusions, oui, tout à fait. oui, voilà, voilà. Mais de ne pas confondre le public cible qui est le public qui va bénéficier de la compétence et la personne qu'on certifie, c'est la personne qui va avoir la compétence dont le public va bénéficier. Ouais. C'est presque un jeu de mots. Oui, c'est ça, c'est presque un jeu de mots. On passe à la slide suivante, c'est ça? Oui, bah, la slide suivante, c'est la fin puisque j'ai mis juste les liens utiles, un peu actualisés. Vous avez, les liens vers, notre fameuse téléprocédure pour s'enregistrer, la base documentaire en sachant que tous les notes et notices, on les a mis en archive et elles existent toujours parce qu'elles ont été utilisées pour faire le Vademecum RNCP. Il y a toujours le kit, répertoire spécifique et on essaye maintenant de finaliser le Vademecum RS qui va être, voilà, espérons-le, aussi complet que le RNCP. Et donc, on espère que dans les 2 mois, il sera validé parce qu'il faut aussi qu'il soit validé par la commission, etc. Voilà, voilà. Donc, vous nous Euh, annoncez un Vademecum RS comme il y a eu le Vademecum RNCP. RNCP. Voilà. Voilà, on est en train de travailler dessus. On y passe pas mal de temps parce qu'il n'y a pas des nouveautés, mais c'est comme pour le RNCP, on va capitaliser un peu les décisions, les orientations de la commission qu'on connaît déjà et qu'on peut aussi observer au gré des décisions qui sont publiées. Mais voilà, il faut à un moment donné qu'on capitalise tous ces éléments-là de la même manière que ça a été fait pour le RNCP. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je vais peut-être prendre quelques questions. Oui, quelques questions, voilà. Je les regarde et j'essaie de répondre, mais je ne pourrais pas tout Non, non, prendre. mais si on peut Voilà. répondre à quelques questions, c'est bien. Voilà. Comment revenir plutôt dans votre intervention? Comment démontrer la valeur d'usage d'une certification ORS qui n'existe pas encore? Bah, justement, l'idée, c'est qu'il faut la faire vivre avant qu'elle soit déposée. C'est-à-dire que c'est pas une certification, c'est déjà une formation à vocation certifiante et il faut faire à minima une section de test. Là, au répertoire spécifique, vous n'avez pas l'obligation des 2 promotions qui existent au RNCP, mais il faut la faire vivre quand même. Donc voilà, donc vous ne pouvez pas déposer si, s'il n'y a pas au moins une session de test. C'est Alors, bien ça, est-ce parce que souvent on a ça. Je vais créer une certification. France Compétences ne crée aucune certification. non, France Compétences enregistre des certifications existantes tout à fait. et qui ont un début de preuve, de commencement de preuve au niveau du RS. Au niveau du RNCP, il faut qu'il y ait déjà des cohortes de sortants qui aient quelques mois. Donc, voilà. Donc, au RNCP, par définition, elle préexiste à la présentation au répertoire, mais c'est pareil au répertoire spécifique. Il vaut mieux que la certification ait commencé d'exister. Mais ça peut être quand même un projet de certification malgré tout. Enfin, mais minima, bon, ça a été testé, c'est vrai. Oui, tout à fait. Sur la VAE, on a répondu, doit-on être obligatoirement formateur? Non, non, on n'a pas dit qu'il faut être, obligatoirement formateur. Il faut voilà et on peut être responsable pédagogique, oui, et même, on peut ne pas être formateur ou on peut être formateur, mais sans avoir de lien avec, le stagiaire. Contrôle des partenaires, OK, contrôle des co-certificateurs. Bah, les co-certificateurs, vous êtes, dans des positions égales, et il faut faire une convention, qui vous lie avec des engagements et au moment où nous, on va faire, par exemple, un contrôle, on contrôle les 2 et la mise en demeure s'adresse aux 2, au co-certificateur. Donc au certificateur qui a déposé et à son co-certificateur. Et parfois, on a des co-certificateurs qui n'ont pas trop fait vivre la certification, mais des fois, ils sont tous les 2 responsables, chacun de des partenaires qui l'auraient habilité, etc. Le SAV, j'avais répondu. Les retours des instructeurs, j'ai répondu.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nommer sa formation du même titre que la certification. Non, on n'est pas obligé, c'est préférable, mais on n'est pas obligé, on peut l'adapter pour que ça fasse plus commercial, ça vous avez le droit, mais il ne faut pas que ça soit trop éloigné. Voilà. Les dates de commission, oui, les dates de commission sont connues à l'avance, mais par exemple, là, on les a stabilisées en fin 2022 parce que vraiment, il faut se mettre d'accord avec tous les membres de la commission et les instructeurs, c'est vrai que souvent, ne vous donnent pas de date précise pour la simple et bonne raison que parfois, notre ordre du jour est tellement saturé qu'on ne peut pas ajouter, par exemple, on a fini un rapport un jour avant la mise en ligne, parce qu'on a quand même, on ne finit pas nos rapports la veille de la commission, il faut leur laisser le temps à nos commissaires d'étudier les dossiers et donc ils peuvent pas s'engager de manière ferme. Moi, ce que je conseille, et je vais le rappeler, c'est de dire a priori, date provisoire, etc. Mais ils peuvent pas s'engager parce que c'est le rapporteur général normalement qui tranche, qui dit voilà, là, surtout qu'il y a des dossiers qui doivent être mis en débat. Si on est trop saturé, on doit le laisser pour la fois d'après. Il s'est engagé sur une date qu'il ne peut pas respecter. Et c'est vrai qu'on a énormément de dossiers, ça vous le savez. Évaluation par les pairs. C'est une pratique utilisée notamment dans les travaux de groupe pour évaluer la contribution des membres dans la dynamique, évaluer le livrable dans notre groupe. Je n'ai pas très bien compris. Je pense que L'évaluation par les pairs, j'ai envie de répondre que l'évaluation par les pairs dans le dispositif formatif, oui, dans le dispositif de certification. certification, Ça me c'est paraît un peu comme l'auto-évaluation, c'est-à-dire que bien. nous, on autorise l'auto-évaluation, mais pas en tant que tel. Il faut que le jury utilise des éléments de l'auto-évaluation pour conclure quelque chose sur les compétences. Voilà. Ah ben, c'est C'est, la même réponse pour l'évaluation par les pairs, voilà, c'est ça. Ça me fait qu'un penser à ça, oui. dispositif formatif intéressant. Faire une évaluation formative de l'évaluation par les pairs dans un groupe, etc. Oui, pour l'évaluation par les pairs dans le processus de certification, pourquoi pas, mais ça doit être un peu compliqué à monter. Et en tout cas, il y a le jury d'examen qui est souverain. Hein. Tout Et ce à n'est pas fait. les pairs qui délivrent la certification. Tout à fait. Certification qui inclut une réglementation, ça je pense j'ai abordé avec la dernière slide. Certification qui vise des compétences de créateur d'entreprise, oui, vous pouvez. Surtout qu'il y a eu une réglementation qui a évolué et qui a restreint le périmètre pour tout ce qu'on appelait formation des droits, les acres de la Caisse de dépôt. Donc, on peut déposer, bien évidemment, mais après, il faut que ça réponde à tous les critères qui sont étudiés. Michel? J'ai une petite question, moi, sur le handicap, là, puis pour conclure, parce qu'on va bientôt conclure. Oui, les 55. Moi, je C'est ça. continue avec les. Tant que vous ne m'arrêtez pas, je continue un peu avec les questions. Mais... Oui, oui, allez-y. Non, mais c'était juste sur la question du handicap qui est venue, voilà, qui est une question très importante hein, sur laquelle on a travaillé. Et puis, je vous ai dit hier que j'ai vu que le ministère du Travail a introduit la notion de responsabilité sociétale et environnementale dans le RNCP. Formation professionnelle pour adultes. Alors je dis, tiens, c'est un sujet qui est intéressant aussi, la responsabilité sociétale et environnementale, à peut-être prendre en considération dans nos dépôts. Voilà, c'était juste une information. Oui, et en plus, c'est vrai que pour le handicap, nous avons un texte. Pour le RSE, nous n'avons pas encore un texte. Cela n'empêche d'être toujours en veille sur ce qui est important sur un domaine en particulier. Donc ça, Exactement. c'est toujours, et vous savez, ce qui s'applique à vous, organismes, s'applique aussi aux instructeurs. Moi, c'est le discours que je tiens et c'est là où on trouve tous l'intérêt de ce que nous faisons, c'est que c'est mouvant. Tout est mouvant, il y a des réglementations qui sortent, il y a des nouveautés, il y a des tendances. Il faut toujours être à l'affût d'informations, de ce qui se fait, de ce qui se fait plus et être en veille. Ah, ça c'est
Voilà, être en veille. Et c'est vrai que nous, on a des instructeurs sectoriels au niveau du RNCP. Au RS, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a trop de domaines, mais on essaie aussi de faire des instructeurs qui s'occupent de tel ou tel domaine. Comme ça leur permet d'aller plus chercher des choses, de travailler plus aussi en binôme avec des instructeurs du RNCP. Il y a des instructeurs RNCP qui traitent les deux. Quand c'est très spécialisé, on fait traiter par les instructeurs RCP, mais ils se spécialisent aussi de plus en plus au RS. Voilà, donc c'est ça aussi l'intérêt de ce que nous faisons. Je trouve que c'est une très jolie conclusion pour cette heure et demie passée ensemble. Soyez en veille, faites très attention aux évolutions. Moi, je vous fais un petit clin d'œil sur le RSE, là, enfin la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Et j'attire votre attention sur ce que vient de nous dire Andrea, c'est que la note sur le handicap, elle a été publiée parce qu'il y a eu un texte réglementaire sur le handicap. Tout à fait. Ce n'est pas une note qui est sortie comme ça De par nulle hasard, part. qui est par hasard du chapeau de la commission en disant tiens, si on faisait une note sur le handicap. Voilà. Merci Andrea, merci à tout le monde pour votre présence, votre attention, vos questions. Encore une fois, on essaiera de reprendre toutes les questions, de les envoyer à Andrea et puis de vous faire un petit retour par mail. Surveillez vos mails, on vous écrira. Voilà, merci de votre fidélité à notre chaîne. Vous avez les contacts. Alors, les prochains webinaires, c'est le 23 février avec le FOD, Forum des acteurs de la formation digitale, avec Centre Info également, et puis avec Astral, on va vous présenter dans la formation digitale quelles innovations et évaluations, et surtout par rapport à la certification Calliope, quand on fait du 100% à distance, quels sont les éléments de preuve que l'on peut donner à un auditeur, parce que pour l'instant, le guide de lecture du ministère du Travail ne nous dit rien. Il y a un indicateur spécifique pour la formation en situation de travail. Il n'y a pas d'indicateur spécifique pour la formation à distance. Il n'est pas souhaitable qu'il y en ait un, mais pour chaque indicateur, on peut donner des choses particulières quand on fait de la formation à distance. Et voilà, ça va être un petit peu ça le travail du FOD. On va faire une présentation du FOD avant notre webinaire du 23 février, mais surveiller, c'est important. Et puis, au mois de mars, on va s'interroger sur tiens, la différence entre les certifications ISO et la certification Calliope, parce que nous constatons que de plus en plus, les certificateurs Calliope se lancent aussi pour être des certificateurs ISO, alors lesquels les ISO 9001, ISO 21001, qui est une norme ISO particulière à la formation professionnelle. Voilà, tout ça est un sujet intéressant sur comparer ISO et Calliope. Et puis là, nous ferons ça avec Paul, qui est là et qui connaît bien toutes les affaires de normes ISO, et puis avec une école d'ingénieurs et avec un certificateur Calliope et ISO. Voilà, dernière chose, nous vous proposons des sessions de formation RNCP et ARS pour poursuivre un petit peu le travail que nous venons faire, approfondir comment déposer des dossiers, etc. Vous avez toutes les instructions sur notre site. Voilà, je vais mettre fin à ce webinaire en remerciant encore une fois Andrea. Merci à vous et merci à toutes et à tous. Silencieux, mais très attentifs, j'imagine. Et voilà. Oui, parce que nous sommes encore avec 263 personnes. Voilà, donc merci de votre fidélité. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.